Salut Sylvain, ça va bien? Oui, ça va bien toi? Oui, ça va bien. Hey, ça fait à peu près 6 mois qu'on s'était vus pour une activité justement de jeux vidéo. On en reparlait un petit peu tantôt. Aujourd'hui, on est aux Journées de la culture. C'est une activité bien intéressante, très originale, le pixel art. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Ben, en fait, le pixel art, les journées de la culture, c'est beaucoup de choses. Hein. La culture, c'est un paquet d'affaires. On cherchait un peu une activité originale. Et puis, l'idée du pixel art, c'est tout simplement, c'est des petites billes de plastique que les jeunes vont poser un à côté de l'autre sur une espèce de plaque pour justement créer un dessin. C'est un peu le principe des jeux vidéo, justement, où chacun des pixels forme un bonhomme. Fait que si aujourd'hui, les pixels sont très petits dans les jeux vidéo, ces choses-là. Mais si on remonte, justement, on parlait de jeux vidéo, mais si on remonte au premier Nintendo ou au premier Sega, bien justement, on voyait les pixels, on voyait très bien les petits carrés. Fait qu'on recrée des images, puis il y a beaucoup d'images, justement, de jeux vidéo qu'on peut recréer de cette façon-là. Mais en fait, on laisse aller notre imagination complètement. On a 60 000 billes, donc les jeunes ont en masse de quoi pour créer et imaginer le truc. Ah, puis ça peut-être leur fait comprendre un petit peu c'est quoi un jeu vidéo, comment ça se crée aussi. Oui, parce que justement, c'est toute la création, le dessin derrière tout ça, animé. C'est sûr que c'est une image fixe, mais ça resterait le même principe qu'on ferait bouger tranquillement. Donc, Puis là, on se disait avant l'entrevue que les jeunes vont faire leur dessin, mais après ça, ça va être gelé, hein, ça va être... En fait, c'est ça. Une fois que les petites billes sont mises en place une à côté de l'autre, nous, un adulte, bien sûr, on remet une espèce de feuille protectrice sur le dessus et avec un fer à repasser, on vient chauffer les billes. Les petites billes vont se coller ensemble à cause de la chaleur et par la suite, bien, ça peut faire un porte-clés, ça peut faire une décoration. Donc, on peut conserver par la suite. Donc, les enfants repartent avec leur création à la fin. Donc, c'est votre activité de la Journée de la culture aujourd'hui, mais vous avez une foule d'activités, vous essayez des nouvelles choses, ça qui est le fun. Et j'ai vu passer il y a quelques semaines, vous avez essayé une activité Lego. Oui. Est-ce que ça a marché beaucoup? Ça a marché, ça a débordé, en fait. Donc, le club de Lego qu'on a voulu partir, la réponse a été excellente. En fait, ce qu'on a voulu faire, c'est pas juste du Lego. On a voulu intégrer certains éléments là-dedans et Frédéric, qui est notre maître constructeur, dans le fond, nous arrive avec des défis. Alors, le jeune arrive, c'est pas juste construire ce que tu veux. Alors, la première fois, c'était de construire une catapulte. Donc, on avait des petites mini-guimauves et l'objectif était, tu avais le droit à des élastiques et au bloc Lego et tu devais créer une catapulte pour projeter justement avec le plus de précision possible ou le plus loin possible les petites guimauves. Fait que les jeunes ont embarqué, les parents ont beaucoup embarqué. Notre salle d'animation contient, je dirais, une quarantaine de personnes avec les tables, tout le kit. Il a fallu rajouter des tables à l'extérieur. Il a fallu que je monte des tables au fur et à mesure. Mais la réponse a été excellente. On a reçu beaucoup de bons commentaires de ce côté-là. On va le refaire sous peu. Là, il faut juste qu'on voit un petit peu, justement, de quelle façon on gère, parce que là, si ça a bien été, bien là, ça va peut-être être parlé. Là, à un moment donné, on va manquer d'espace. Fait que là, il faut que je trouve une solution de ce côté-là. Vous manquerez peut-être pas de Lego, par exemple, ça, il y en a partout. Ça, des Legos, mais ça, on a été chanceux parce qu'on a eu des gens, on a fait un appel à tous sur Facebook, et les gens nous ont donné des Legos. Ça a été génial parce que sinon, ça revient que ça coûte quand même cher des Legos, mais des gens qui avaient des Legos qui traînaient puis qui ne servaient plus. On a amassé ça un peu de tout bord de côté. Et là, on a un beau bac rempli. Je vais revenir à mes questions, mais effectivement, tu m'as fait penser à une. La réponse des gens est impressionnante. À chaque fois que vous faites une activité, vous lancez l'appel à tous et ça vient vite. Bien, je pense que l'atmosphère envers la bibliothèque ou l'attitude des gens envers la bibliothèque, les gens comprennent tranquillement que c'est plus juste les livres, c'est autre chose. C'est un lieu qu'on va habiter, c'est un lieu dans lequel on va être bien et qu'il va se passer des choses. Les livres sont toujours là. Le concept d'être calme dans la bibliothèque, ces choses-là, restent quand même. Mais quand c'est une activité, bien là, on passe à une autre phase. Et bien souvent, quand on a fait justement l'activité de Lego, je veux pas, moi j'ai été voir les statistiques d'emprunt, bien à peu près 2 heures avant de fermer la bibliothèque, on avait déjà 300 emprunts de fait dans cette seule journée-là. Ça va stimuler en même temps. Donc, bien c'est ça. Ouais. Je veux dire, c'est un peu... oui, c'est le fun, mais c'est aussi un prétexte pour ramener les gens à la bibliothèque. Puis les gens découvrent ou redécouvrent la bibliothèque. On a changé aussi tout ce qui est la collection.
On essaie d'avoir le plus de nouveautés possible. Donc, les gens ont la possibilité d'explorer tout ça. La dernière fois qu'on s'était vu, tu nous avais parlé aussi d'une activité d'été avec les jeunes, comment ça a fonctionné. Je sais qu'il y avait une espèce de course au trésor à la fin. Hein, en fait, c'était notre concept, c'est le grand jeu de l'été. Donc, des fois, dans certains endroits, il y a des clubs de lecture, des choses qui fonctionnent très bien déjà. On a voulu aller ailleurs et là, c'est ça, nous autres, c'était l'été des pirates. Donc, on avait 2 pirates qui voulaient justement devenir capitaine du navire. Et à chaque 2 semaines, on recevait de l'information supplémentaire sur les 2 pirates. Donc, un avait une jambe de bois, l'autre avait un crochet, un avait un perroquet, l'autre avait un chat, et le jeune devait rapporter des pièces. C'est 1892 pièces d'or qui représentent, dans le fond, 1892 livres qui ont été mis dans le coffre. Alors, le jeune devait choisir avec quel pirate il voulait aller. Et fait comme ça, on a conclu ça là, au début septembre avec une fête, justement, pour dévoiler lequel était gagnant. On a fait des bricolages, donc ça a été... Ça rejoint combien de jeunes environ? Bien, dans l'été au complet, c'est dur à dire. C'est dur à dire parce que c'est au comptoir de près. Donc, je ne saurais pas dire exactement combien. On le calcule en livres à ce moment-là. Puis, à la fête des pirates, je dirais que c'est une trentaine de personnes qui sont venues justement s'amuser avec nous cette journée-là. J'ai le goût de t'en parler de l'activité jeux vidéo qui était très intéressante. Est-ce que ça va revenir? Ça revient. Donc, début décembre, le 6, si ma mémoire est bonne. C'est un vendredi, encore une journée pédagogique. Donc, on fait le même concept, mais ça va tout être des nouveaux jeux. J'essaie de me procurer des nouvelles consoles aussi. Bon, il y a tout mon intérêt personnel derrière tout ça. Mais quand même, donc, encore de 1h l'après-midi jusqu'à 9h le soir. On met des consoles un peu partout. Là, on est en train de regarder pour un concept aussi pour peut-être avoir un bazar de jeux cette journée-là. Donc, on va peut-être prendre la salle d'animation. Ça, on va le détailler un petit peu plus. Là. La formule reste encore. Mais plusieurs personnes ont justement soit des jeux, comme moi, je les collectionne. Donc, j'ai des jeux en double, ces choses-là. Puis tant qu'à les avoir chez nous qui ne servent à rien, on va peut-être essayer justement de créer un réseau d'échange de jeux. Parce qu'un jeu, ça peut revenir cher, surtout pour les parents. Bien, il y a peut-être moyen, justement, de créer un petit réseau pour les échanger. Mais c'est ça, on s'enligne sur encore une douzaine de consoles, puis bien du plaisir. On se parle en septembre, il y a l'activité d'Halloween aussi qui s'en vient, qui va être intéressante. Atmosphere 2, parce que l'année passée, on l'avait déjà fait une première fois. Dans le fond, c'est un vieux jeu de société. Fin des années 90 dans ce coin-là. Et dans le fond, c'est un jeu d'horreur. Alors, c'est un jeu chronométré. L'année passée, c'était le maître des clés donc, qui nous accueillait. Donc, on avait 1 heure pour récupérer les clés et terminer le jeu avant que l'heure soit terminée. Sauf que le personnage apparaît à tout bout de champ. On projette dans la salle avec un gros écran et les gens doivent exécuter ce que le maître, le seigneur des clés dit. Cette année, c'est le baron samedi, donc un autre personnage, complètement un autre jeu, d'autres énigmes, d'autres trucs qui vont arriver. Donc c'est le 25 et le 26, le vendredi et le samedi avant l'Halloween. Et c'est par groupe maximum de 6 personnes. Les gens peuvent s'inscrire tout simplement en venant au comptoir ou en nous appelant. On peut les inscrire. C'est comme un jeu de rôle, dans le fond? Là? En fait, c'est un jeu de société. Ouais. C'est complètement un jeu de société. L'année passée, il y en a qui étaient vraiment motivés. Ils se sont déguisés pour venir. Ils ont cherché un petit peu, ils ont trouvé quels étaient les personnages. Ils sont arrivés déguisés, c'était fantastique. Et donc, c'est ça, on a une mise en scène, l'atmosphère, on a des lumières qui imitent dans le fond des chandelles. Donc, on crée vraiment une atmosphère intéressante autour de ça. Et les gens doivent réussir à vaincre le jeu. Je vous dirais, l'année passée, la moitié ont réussi à compléter le jeu. On entend que ça commence à bouger. De l'autre côté, on va aller prendre des images dans quelques instants, mais en terminant, j'aimerais que tu nous parles un petit peu justement de cette ouverture de la bibliothèque-là pour des nouvelles activités, des choses comme ça, des bénévoles. Est-ce qu'il y a encore de la place pour avoir des bénévoles, des nouvelles activités comme ça? Oui, en fait, des bénévoles, c'est sûr qu'on en a encore de besoin. En fait, on ne pourrait pas fonctionner actuellement sans nos bénévoles. C'est une équipe de 35 personnes qui font rouler la bibliothèque de Pont-Rouge. Et on a besoin du monde. Autant ceux que vous voyez au comptoir, autant ceux qui sont à l'arrière, qu'on voit moins, mais ceux qui préparent les livres quand on les reçoit, qui recouvrent les livres, parce qu'on met toute une pellicule en plastique par-dessus pour être sûr qu'ils étoffent plus longtemps. Donc,
toute cette équipe-là. Et là, tranquillement, on commence justement à aller chercher des gens pour les activités. Parce que pas les activités, c'est des fois les samedis, des fois, donc moi, c'est beaucoup ma famille qui s'implique là-dedans, veut pas, mais à un moment donné, c'est ça, je veux que les gens aussi, les gens viennent pour leur intérêt. On prend par exemple justement notre maître constructeur, lui a un intérêt envers les Legos et envers transmettre des connaissances, donc c'est un bénévole, mais pour cette activité-là. J'ai d'autres activités tranquillement qu'on va essayer d'avoir des bénévoles qui vont s'orienter. J'ai même un jeune qui est venu me voir la semaine passée à la soirée de jeux de société pour me demander pour venir faire du bénévolat parce qu'il est en secondaire 1 à l'école de Donnacona et doit faire des heures de bénévolat. Donc c'est un jeune qui vient souvent aux activités avec sa famille, puis il nous a demandé s'il pouvait faire quelque chose. J'aurais pu très bien le mettre au comptoir, il est capable de le faire, mais ça n'aurait peut-être pas rejoint ses intérêts. Donc là, on est en train, justement, on a le club de codage qui vient de commencer la semaine dernière. C'est encore une autre activité, mais c'est ça. Et puis, ce jeune-là fait déjà de la programmation, il connaissait déjà le logiciel. Donc, on va faire une journée, justement, un samedi après-midi de présentation au public pour voir c'est quoi du codage, c'est quoi de la programmation, qu'est-ce que je peux faire avec ça. Donc, c'est d'autres activités ils en poussent tout le temps. Bon, on va te libérer, mais on voit que c'est encore très dynamique, la bibliothèque. On va continuer à vous suivre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On est avec Philippe Jobin. Philippe, vous êtes l'artisan derrière la maquette du pont Tessier. Ce qui est impressionnant, c'est à quel point les détails sont là. Parlez-nous un peu du processus de création. Ben oui, en fait, c'est un ami qui travaille ici sur le CA de la Maison Plamondon qui parlait d'une exposition, puis qui m'a dit on manque un petit peu d'archives ou de matériel pour mettre dans l'exposition. Est-ce que ça t'intéresserait de faire une maquette? Écoute, l'occasion en or pour moi de m'impliquer puis de faire un petit quelque chose sur un élément du patrimoine raymondois qui, selon moi, est un gros morceau. Fait que c'est sûr que j'ai dit oui tout de suite à embarquer dans le projet. La façon que j'ai travaillé, comme il n'y a pas de plans originaux qui existent, j'ai travaillé avec quelques mesures, mais tout le reste, en calquant à partir, il y a quand même beaucoup de photos, même des vieilles photos. Ce qui est étonnant, c'est que la structure est restée toujours la même depuis, il va y avoir 130 ans cette année, le pont. Et c'est ce qui fait en sorte que le pont se démarque un peu? Oui, puis il a été super bien conservé par les générations qui nous ont précédés. Puis donc, travailler avec des vieilles photos, même avec des photos que moi j'ai prises, je pouvais vraiment superposer les photos puis calquer à la mesure près. On parle de mesure, ça vous a pris combien de temps, combien d'essais, les matériaux? Parce que moi, si j'essaie de faire ça, ça va être comme un meuble Ikea, ça ne fonctionnera pas, là. Je dirais, c'est difficile de compter combien d'heures j'ai mis, mais je dirais que ça a pris peut-être un mois de travail, mais par les soirées puis par les temps libres. Là, fait que c'est quand même pas si volumineux comme travail. Parce que quand on regarde le pont, c'est pas compliqué dans le fond, hein, il est symétrique, autant des deux côtés de ces deux arches qu'en longueur. Donc, le travail était de prendre des mesures, finalement, juste sur le corps de la structure. Puis le reste, finalement, juste des effets miroirs. Et puis, maintenant, il y a toutes sortes de technologies qui existent pour nous aider à faire la découpe. Ce que je dois dire, c'est que le pont est tout en carton. Carton et bois. On parle évidemment de la maquette. La maquette, oui, évidemment, on parle de la maquette. Donc, la matière que j'ai utilisée, moi, c'est du carton. Même les petits rivets qui sont simulés sont créés par exactement la même technique qui est utilisée pour faire du braille, c'est-à-dire enfoncer le carton
Donc, je me suis fait un petit outil moi-même pour créer chacun des petits rivets. Là. Donc, le nombre de rivets qui est dessus actuellement, c'est le nombre réel de rivets qu'il y a sur la structure au-dessus. C'est exact. Ah ben oui, parce que c'est assez mathématique. Là. Le pont est construit d'une façon très mathématique. Donc, il s'agit juste d'avoir finalement le modèle d'une seule arche. Puis après ça, on la répète 12 fois pour chacune des arches. Même chose pour chacun des petits rivets qui sont là. Fait que Monsieur Jobin, ce qui est impressionnant dans votre parcours, vous me l'avez dit avant l'entrevue qu'on fait présentement, vous êtes graphiste. À la base, moi, je pensais que vous étiez sculpteur avant de faire notre pré-entrevue. Parlez-nous un peu de votre parcours. Comment vous en êtes rendu ici? Ben oui, écoute, c'est sûr que faire de la maquette, c'est pas si loin que de faire un logo, par exemple. Comme je te disais tantôt, j'ai un outil qui me permet de faire de la découpe de carton. Donc, le logiciel que j'utilise pour faire les logos, c'est le même que j'ai utilisé finalement pour dessiner la structure de mon pont. Puis après ça, j'ai juste à faire print finalement. C'est pas loin. Pour faire le son, là. Ah, le son que ça fait! Ah. Le ping! Le ping! Ouais, mais je te dirais que c'est comme un couteau qui se déplace sur du carton. Fait que c'est un super son. C'est un son super agréable. Je te dirais que le plaisir, c'est comme un photographe qui fait une photo puis qui développe sa pellicule après. Je te dirais que j'avais un petit peu la même sensation à chaque fois. Je travaillais les petits éléments, je les dessinais sur mon ordinateur, je les envoyais en impression, puis là, la satisfaction de voir sortir ça sur un carton, puis de pouvoir l'assembler après. Écoute, ça a juste été des heures de plaisir. Je n'ai pas compté mon temps pour le faire. Ça a juste été super agréable à faire. Quand on fait de la création. Mais Philippe Jobin, bravo, vraiment, c'est une très belle maquette. Merci pour l'entrevue. Merci à toi. Moi, mon nom, c'est Gaëtan Morissette. Je suis de Portneuf. Je suis né à Portneuf et ma famille est à Portneuf depuis longtemps. Je suis dans la musique traditionnelle aussi. Je joue plusieurs instruments et je fabrique des tambours à Mayotte du comté de Portneuf. Dans ma famille, ça ne jouait pas de tambour, mais quand on était jeune, adolescent à Portneuf, il y avait un monsieur qui jouait de la famille Kingsborough, qui s'appelait, il est maintenant décédé, Lloyd Kingsborough. Lui était le fils d'un monsieur qui venait de la Rhode-Island, qui était violonneux, c'est Asket Kingsborough. Puis il était le frère de Malcolm Kingsborough, que les gens ont connu dans le Festival des tambours de Portneuf. Quand il y avait un événement, là, je sais pas, Chevalier de Colomb qui ramassait de l'argent, qui avait de la musique, il y avait toujours M. Kingsborough qui jouait du tambour. Puis à 18, 19, 20 ans, j'ai commencé à apprendre le violon parce que je jouais de l'accordéon depuis mon enfance. Mais quand j'ai appris le violon, j'ai commencé à aller dans la région de Saint-Raymond, Saint-Léonard. Puis là, j'ai connu plusieurs autres joueurs de tambour. Mais moi, je pensais que toutes les régions au Québec, dans la musique traditionnelle, il y avait des tambours. Fait que c'est de même que ça a commencé. Je côtoyais des tambours. À un moment donné, il y a une dame, une voisine qui m'avait donné un tambour. J'ai pas si accroché jeune sur le tambour. Puis le déclic s'est fait en 2005. On est allé au Vermont dans un folk festival à Randolph. C'est le New World Festival. Puis là, j'ai croisé Jean-François Berthiaume. Puis lui, il m'a dit, Jean-François Berthiaume, pourquoi que dans Portneuf, parce que c'était connu que dans Portneuf, ils se construisaient des tambours à maillotche, pourquoi que vous n'en faites plus? Fait que là, je ne savais pas quoi lui répondre. Quand je suis revenu, ben là, je me suis dit, je vais me construire un tambour.
Puis toute l'histoire a commencé là en voulant connaître des gens qui fabriquaient des tambours. Bien là, je me suis mis sur la piste des gens qui pouvaient me parler sur la construction des tambours. Ça fait que c'est de même que mon aventure a commencé, en 2005. J'ai oublié un point important, c'est que dans ma jeunesse, quand j'avais 18-19 ans, j'allais à Saint-Raymond, j'ai connu le dernier qui en faisait des tambours, M. Adrien Dubuc. M. Dubuc, lui, là, pour les gens de Saint-Raymond puis du nord du comté, il était dans toutes les activités de musique. Puis c'est devenu un ami, puis j'allais là, puis je jouais de la musique avec lui. Puis lui, il en faisait dans sa cuisine d'été. Puis il m'avait montré son matériel. Mais moi, à cette époque-là, je me suis pas intéressé plus que ça. Mais tu sais, il m'avait expliqué comment il faisait ça. Il m'avait montré avec... il y avait comme un gros chaudron rectangulaire, le bois, puis tout ça. Et il m'avait comme donné les pistes, mais je les avais pas pratiquées, tu sais. Fait que en 2005, quand j'ai recommencé, ben je m'en souvenais assez que... En tout cas, je me souvenais qu'il fallait mettre une planche dans de l'eau chaude, la plier, puis coudre une peau sur un cerceau de métal. Fait que là, j'ai commencé... j'en ai fait un premier, ensuite un deuxième, un troisième. Puis là, je vais faire ça. Il faut prendre une planche. Ça, c'est une planche de trempe, mais on peut prendre aussi du frêne. J'en ai ici dans la maison, c'est du frêne. Comme ça, c'est un cadre de bois qui était fait en frêne. Ça prend une planche qui est sciée sur le sens des âges de bois, là, tu sais, les âges d'hiver, les âges d'été. Il faut faire scier la planche pour que ça fasse comme un laminé. La planche, il faut la faire bouillir dans une panne. Fait que moi, j'empruntais la panne de la famille de M. Dubuc à Saint-Raymond. Mais on pourrait aussi la mettre à la vapeur dans un tuyau avec une bouilloire. Fait que là, une fois qu'on l'a fait bouillir, on le plie sur un moule, comme là on voit, là, sur un moule qui est rond. On le plie avec des cerceaux. Puis là, on plie rapidement. Puis là, le bois, il plie de même. Puis on laisse sécher, puis ça fait un cadre. Un cadre de bois. Fait que les tambours ont tous un cadre de bois. De même, comme ça, c'est un cadre en frêne. On voit que c'est un bois qui est plus noble, là, qui est plus dur, qui est plus beau aussi. Puis ensuite, on met une peau. Comme de même... ça, c'est un tambour qui n'est pas fini, dans le fond, là, dans ce sens-là. Fait que la peau, il faut avoir une peau qu'on coud sur un cercle de métal. Fait que moi, j'ai acheté du métal en tige, puis je l'ai fait souder au bon diamètre pour le tambour. Puis souvent, on a des moules préformés à la bonne grandeur. Puis ensuite, on coud la peau de même. On coud la peau, on découpe la peau en rond, puis on coud avec un haleine pour que ça se tienne, puis ça fait un tambour. C'était connu que dans la région de Portneuf, les gens mettaient des peaux de veau mort-né. Comme ça, c'est une peau de veau mort-né. Regarde, on voit la trace de la colonne. Ça, c'est une peau que j'ai apprêtée moi-même. Mais M. Dubuc mettait ces peaux-là aussi, puis sur les autres tambours, ou de vache. Les gens mettaient soit une peau de vache ou une peau de veau mort-né. Une peau de veau mort-né, c'est mieux parce que la peau est très mince. Vois-tu, regarde, tu vois ma main. Fait que la peau étant mince, ça fait une meilleure résonance. Fait que moi, le premier tambour que j'ai refait en copiant, j'ai acheté une peau de chèvre sur Internet parce que les chèvres servent beaucoup à faire des peaux dans le monde. Puis le deuxième tambour que j'ai fait, ben j'ai demandé à un agriculteur ici à Portneuf, à Richard Piché, si tu as un veau qui meurt, ben je veux l'avoir, il me l'a donné. Puis moi, quand j'étais jeune, je trappais les animaux aussi, fait que j'avais acquis des notions de dépeçage. Fait que j'ai dépecé moi-même les peaux, j'ai mis la peau avec le poil dans de la cendre, parce que c'est une base, pour que le poil y parte. Ensuite, tu mets la peau sur un tuyau, tu grattes, tu enlèves tout le poil,
Puis ensuite, je me faisais une solution maison de tannage avec de la lin et du borax, ça, que j'avais appris quand j'étais jeune. C'était un instrument qui pouvait se faire sur la ferme parce que le bois, il l'avait. Les peaux de veau, ça, c'est une peau de coyote, mais en Irlande, parce que je connais des Irlandais, ils se mettaient des peaux de chien, puis dans Portneuf, ils s'en est mis aussi. En tout cas, ça prenait une peau animale avec du bois que tu avais sur la ferme, puis tu pouvais faire la maillotche avec du bois. Puis tu pouvais accompagner la musique dans la maison. Voilà.